ingérence russe. Est-ce une grosse blague ? Autopsie d'une grosse blague, c'est le nom de la séquence que je veux vous proposer aujourd'hui. On va aller dans le vif du sujet. La vidéo que vous êtes en train de voir part d'un sentiment que vous avez sûrement eu, vous aussi, depuis plusieurs jours, avec ces histoires de Attal, Glucksmann, Édouard Philippe qui seraient victimes d'ingérence. On voudrait déstabiliser des types qui ne sont déjà pas très stables, psychologiquement parlant. Eh bien, il y aurait besoin de la Russie pour nous expliquer que ce sont des pompes à vélo. Depuis le début, je me dis, ça pue du cul, cette histoire. Et j'ai voulu creuser, j'ai voulu enquêter, et je suis en mesure de vous l'affirmer. Oui, ça pue du cul, et je vais évidemment vous montrer toutes les preuves. Merci à Beaudegon13 pour le don de 5 € sur YouTube, merci beaucoup. Alors, je vous l'ai dit, cette affaire, tout le monde en parle, il y a un emballement médiatique inouï. Les ingérences russes qui ont quand même une drôle de gueule d'ingérence intérieure made in France. On va tout décortiquer. Vraiment, là, j'ai chaussé mes lunettes en 2001 d'inspecteur pangolin pour tout décortiquer devant vous. Preuve à l'appui, on va prendre le temps de tout regarder ce qui a été dit dans les médias français, bien évidemment. Tu vois, j'ai un reflux gastro-œsophagien. Ça me donne la gerbe, ce que je vais vous dire. Mais on va tout décortiquer. Le vrai chiffre des audiences derrière ces grosses ingérences qui nécessitent un débat national, voire international. Qui sont vraiment les hackers russes dont on parle ? La stratégie du pipeau permanent de Gabriel Attal, ou encore cette grande question: sommes-nous face à des coupables déguisés en victimes ? Alors, les faits. Déjà, avant toute chose, vous le savez, Gabriel Attal, Édouard Philippe, Glucksmann, en l'équivalent de 2 semaines et demie, ils ont été, d'après nos médias, d'après même eux-mêmes, victimes d'ingérence russe en quelques jours, entre juillet et août 2026. Alors, pour ceux qui auraient vécu dans une grotte du côté de Ney, en Ardèche, la célèbre grotte de Ney, petit reportage rapide de BFM qui nous rappelle un peu ce qui s'est passé. En lien avec des trafiquants de drogue, ce sont les gros titres de cette fausse une de presse. En l'espace de 2 jours seulement, le candidat Renaissance pour 2027 a été visé par 2 campagnes d'ingérence pro-russe. Bien, la première ingérence, elle est datée du 4 août. C'était pas du tout une action d'ampleur. Selon nos informations, ce sont 4 comptes utilisés par le réseau pro-russe Matrioshka qui ont diffusé sur X de faux reportages et de fausses unes de journaux. Matrioshka, l'autre appellation des poupées russes. Un nom donné à l'image d'un réseau de propagande tentaculaire. Mais qui se cache derrière ces ingérences ? Des relais en ligne organisés par l'État russe. La Russie a des budgets qui sont dédiés à ce type d'ingérence. Des budgets qui sont très importants. Après, c'est de la sous-traitance, c'est de la production voilà. de informations. Donc, BFM, petit résumé. BFM vous explique que là, on est face à quelque chose quand même de très très grave. Très grave, ça rigole pas en fait. Ça rigole pas parce que c'est directement Poutine. C'est directement Poutine qui veut s'insérer, qui veut intervenir dans les élections françaises parce que, sans nul doute, il a que ça à foutre. Je rappelle la Russie qui, si l'on en croit les mêmes médias, est en train de prendre une branlée contre l'Ukraine sur le terrain militaire et ils n'ont rien d'autre à faire que d'aller empêcher la campagne de Glucksmann qui, au moment où je vous parle, n'est peut-être même pas candidat. Voilà, il dérange des campagnes présidentielles de gens qui ne sont peut-être pas candidats. C'est pas le pire. Alors, pêle-mêle, Glucksmann, on nous a dit qu'il avait été au centre d'une rumeur concernant Léa Salamé, sa compagne, qui aurait fait des pressions auprès d'autres journalistes, rumeur relayée sur un faux site de Blast. Donc le média Blast a vu son site être copié, et notamment la fausse rumeur a été relayée ici. Il y a eu également un montage avec la voix d'Edoui Plenel, je vais vous le montrer, la gueule du montage. Lui, Attal, pour sa part, il y a eu plusieurs fausses unes de journaux sur différents médias. Et Édouard Philippe, il y a eu une rumeur, là encore relayée sur les réseaux sociaux via des fausses unes, rumeur qui voulait nous faire croire que Édouard Philippe était atteint d'une maladie non dégénérative. Bon, c'est la rumeur où ils ont bossé le plus pour expliquer que c'était pas vrai. Parce que nous expliquer qu'Édouard Philippe est potentiellement taré, on était au courant. Et vraiment, la rumeur s'appelle le réel. Si le réel devient source d'ingérence, on est dans la merde. Donc là, ils ont dû nous dire non, c'est pas vrai. Attention, ça vient de la Russie. Donc ça, ce sont pour les faits. Alors, je vais vous montrer les contenus incriminés, parce que première question qu'il faut se poser avant de rentrer dans le dur,
Depuis une semaine, tous les médias français s'emballent, tout le monde nous dit c'est scandaleux, Poutine, on veut déstabiliser la France, vous vous rendez compte, c'est du jamais vu depuis Attila le Hun. Mais qui a vu les contenus ? Qui est au courant concrètement des contenus, de quoi on parle, quels sont ces contenus, parce que tout le monde s'emballe sur des choses que personne n'a vues. Alors, il y a quelques rares médias qui ont montré les fameux contenus incriminés. Et c'est là que ça commence quand même à interpeller un petit peu. Regardez, par exemple, la Tribune Dimanche a relayé un exemple de fausse une. Donc on a, à droite c'est la vraie, à gauche, l'héritage narco. Yves Attal a légué à son fils un empire de la drogue. Gabriel Attal a repris le flambeau de son défunt père. Il assure une protection solide aux trafiquants de drogue en France. Bon, alors ça, tu vois, c'est une fausse une. Et c'est faux, pourquoi ? Parce que Gabriel Attal n'est absolument pas à la tête d'un réseau de narcotrafiquants. Il fait partie des clients. Je rigole. Non, je ne veux pas lancer une autre fake news. Non, quand tu le vois, il n'y a aucun doute qu'il est clean. Donc, c'est un exemple, tu vois, de fausse une. La gueule des trucs. C'est que bon, c'est quand même peu crédible. Et là, je te parle de celles qui sont en français. Alors, j'ai trouvé une vidéo de BFM TV qui montre quelques autres exemples, regardez. Voilà, ça par exemple, ce sont des exemples de une. Là encore, qui touchent Gabriel Attal avec des montages un peu grossiers, des phrases qui ne sont pas vraiment cohérentes. Ils ont pris ce qu'ils pouvaient, hein, parce que là, tu vois, il y a des trucs... regarde la fausse une de Corse Matin. Gabriel Attal a déclaré la guerre aux femmes et a commencé par les femmes musulmanes. Qui peut croire ça ? Voilà, si tu veux, le niveau des ingérences. Donc, si les contenus, vous ne les avez pas beaucoup vus, alors que tout le monde en parle, c'est peut-être pour ça. Et j'ai pas fini. Regarde, je vous parlais de la vidéo, d'une fausse vidéo qui a été générée contre Raphaël Glucksmann, cette fois, concernant Edoui Plenel. Les fameux hackers russes, la France tremble. Ils ont copié la voix d'Edoui Plenel, ça donne ça. J'ai récemment reçu un courrier de Madame Léa Salamé. Dans ce message, elle m'a demandé d'organiser une couverture médiatique sur Mediapart favorable à son voilà. mari. Donc, qui connaît la voix d'Edoui Plenel, ou d'ailleurs qui ne la connaît pas, se rend bien compte que c'est de la merde. Mais non. Parce qu'avec ça, tu peux convaincre des millions de gens qui étaient indécis et qui se disaient si je votais pour Raphaël Glucksmann, un charisme de grille-pain pour gérer la France, ben ça aurait pu faire basculer les gens, tu vois. Même Nicolas Canteloup, c'est plus reconnaissable. Donc, et la cerise sur le gâteau, BFM TV, ils ont voulu parler des contenus des ingérences russes, parce que ça fait peur, parce que tout le monde en parle, de toute façon, ils sont obligés d'en parler. Et alors, hasard du calendrier, regarde ce qui s'est passé sur BFM au moment où il devait montrer des exemples de contenu. Provenant de Russie, une opération, vous allez voir, dénommée Sirius Silok, anciennement Matrioshka, imputée à un réseau piloté directement par le gouvernement russe. Alors il s'agit de deux types de contenus. On aurait dû le voir, il y avait une dizaine de fausses unes de presse avec des titres bien connus comme Libération, Le Monde, RFI, BFM TV, Ouest France ou encore France 24 avec des informations erronées. Alors on aura des problèmes techniques pour vous informer là-dessus. Des tweets voilà, également. Donc la séquence qui résume tout, au moment de montrer les fameux contenus pour montrer aux gens à quel point c'est de la merde et que personne ne peut y croire, BFM, ils ont les problèmes techniques. Oh, c'est pas de bol, ça. Par contre, pour diffuser toutes les conneries à longueur de journée, ça marche. Et au moment de montrer des contenus qui sont profondément ridicules et que personne ne peut croire, ça marche pas. Oh, c'est quand même pas de bol. Alors, pour continuer à creuser tout ce qui nous a été dit, pour vraiment bien comprendre à quel point c'est une campagne montée de toutes pièces, amplifiée et qui pose de sérieuses questions sur la sincérité des faits. Si on continue, la réalité derrière les ingérences russes, parce que vous avez vu, tout le monde en parle, tout le monde donne de l'écho à cette affaire, on nous explique que ça va même manipuler les élections, tout ça. La réalité derrière tout ça, si on prend un article de Ici, alors Ici c'est le nouveau nom de France Bleu, les radios régionales du service public, maintenant ça s'appelle Ici. Bon, là encore la réunion marketing pour le trouver le nom n'a pas été trop longue, mais c'est pas grave.
regarde ce qu'on nous dit. L'audience des contenus, ça parle de entre 100 000 et 200 000 vues, en grande partie de façon artificielle et inauthentique. C'est un article ici du 5 août. Donc ça, ce sont des données, c'est issu d'un rapport de Viginum. Alors Viginum, je vais y revenir dans quelques instants. Eux-mêmes te disent que ça représente Bubule. J'ai fait une capsule pour parler de la frontière espagnole et des paquets de clopes, ça a fait plus de vues. Et l'impact sur les élections, je t'assure, il est nul. Et globalement, tout est nul chez moi. Tu vois. Donc, l'ampleur du truc, c'est ça. Tous les médias français en boucle pour 200 000 vues de contenu foireux. Et là, on rentre vraiment dans le problème. Parce que comme dit, je ne vais pas me contenter de vous expliquer à quel point ça ne tient pas la route. C'est d'expliquer pourquoi et comment tout est manipulé par les médias français, avant même la Russie. Viginum, on en entend parler dans cette histoire. Viginum. Tout le monde nous parle de Viginum. Est-ce que c'est un soldat romain dans Astérix ? Peut-être. Mais en tout cas, là, c'est une instance publique. Alors, tout ce que je vous dis, vraiment, les amis, je vous l'expliquais au début, tout est sourcé. Tous les éléments de l'enquête, je les ai renseignés, comme on fait souvent, dans une fiche récapitulative. Qui est disponible gratuitement, vous allez pouvoir recevoir en PDF, vous allez pouvoir l'imprimer, garder ça au chaud parce que ça concerne toutes les ingérences russes que l'on va avoir en 2027, toutes ces affaires-là, vous pourrez vous reporter à la fiche et vous aurez tous les éléments pour comprendre d'où viennent les infos, ce que c'est Viginum, parce qu'on n'a pas fini d'en entendre parler. Donc, Viginum, pour vous expliquer déjà la gueule de la supercherie. Peut-être qu'on dit Viginum, je parle pas latin, je vais dire Viginum. Même Viginul, en vérité, c'est peut-être plus cohérent. Donc, cette officine publique a été décidée par Macron en Conseil de défense et de sécurité nationale le 12 janvier 2021. C'est assez récent. L'organisme est rattaché au secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale. En gros, ils sont sous les ordres du Premier ministre. Quel est le rôle officiel de Viginum, à part d'être cité dans tous les médias français dès qu'on parle d'ingérence ? Regardez, c'est un rapport officiel. Je me suis fait chier pour préparer tout ça. C'est un rapport officiel de Viginum qui nous explique, très exactement, c'est sur cette page, le rôle officiel de Viginum. Je cite, « Protéger le débat numérique contre les campagnes de manipulation de l'information impliquant des acteurs étrangers et visant à nuire à la France et à ses intérêts fondamentaux. Son activité opérationnelle s'inscrit dans un cadre juridique et éthique rigoureux. » Alors, si vous n'avez pas compris grand-chose, c'est normal, parce que vous ne bossez pas chez McKinsey, vous n'avez pas le décodeur pour ces phrases à rallonge qui ne veulent pas dire grand-chose. Mais on va s'arrêter sur un petit morceau de la phrase. En l'occurrence, un cadre juridique et éthique rigoureux. Non. Il y a des hivers rigoureux, il y a des étés rigoureux. Là, le cadre juridique, il n'est pas rigoureux. Pourquoi ? Le Viginum a été... Donc il y a un décret qui a été mis en place pour encadrer l'activité de Viginum du 7 décembre 2021 qui autorise la collecte de données sur les plateformes de plus de 5 millions de visiteurs uniques mensuels après un avis de la CNIL et du Conseil d'État. Il y a une analyse un petit peu plus poussée sur un site, je vais vous montrer, qui s'appelle actujuridique.fr, qui a travaillé sur le cas Viginum, sur la réalité de l'activité du truc. Je vais vous lire 2 paragraphes très importants concernant le décret que je viens d'évoquer. Écoutez bien pour comprendre l'activité de Viginum et comment le cadre juridique est rigoureux. Je vous lis. À cet effet, fameux décret dont je vous parle du 7 décembre 2021, lui confère l'autorisation de collecter, exploiter et traiter les données à caractère personnel sur les plateformes en ligne dont l'activité sur le territoire français dépasse un seuil de 5 millions de visiteurs uniques par mois, y compris sur l'utilisation de ces plateformes, requiert une inscription ou la création d'un compte. On ne peut néanmoins écarter le risque de voir ainsi naître, sous l'impulsion de l'exécutif, un arbitre de l'information valable et, partant, craindre pour la liberté d'expression si nécessaire à la démocratie. Afin que le service ne soit réputé comme étant un outil d'influence en ligne du gouvernement, le régulateur a prévu la mise en place d'un comité d'éthique et scientifique constitué d'experts techniques qualifiés dans les domaines de compétences de Viginum et placé sous la présidence d'un conseiller d'État.
Dans un dessein de transparence, ce comité a la charge d'établir un rapport annuel public qui contiendra notamment une note de synthèse sur les plateformes desquelles les données ont été collectées, les mesures mises en place pour protéger la confidentialité et l'intégrité de ces données. Cependant, plusieurs éléments interpellent. Ainsi, le rapport annuel du comité d'éthique est destiné à être adressé au Premier ministre, dont on peut interroger l'impartialité, notamment dans les périodes électorales, celle-ci étant expressément visée dans le décret de création de Viginum. En outre, une fois les auteurs d'une campagne de fake news identifiés par Viginum, le décret ne précise pas explicitement qui sont les acteurs qui ont été mandatés pour mettre fin à ces ingérences et en réalité sur ce terrain, rien ne semble encore bien dessiné. Alors, comment résumer la situation ? Vous avez un organisme public qui a été fondé par Macron. Macron va nommer des experts assurément indépendants pour expertiser tout ça. Ils vont expertiser toute la journée en disant « Ah là là, on expertise ou quoi ?» Ils vont expertiser. Dès qu'il y a des ingérences, donc des tentatives de déstabilisation de la démocratie, donc c'est grave. C'est quand même plus grave que l'arthrose. Hein. Bon, bah là, ils vont faire une note qui dira bon, on a expertisé tout ça et on s'est rendu compte quand même que c'est grave. Cette note, rédigée par des experts indépendants, va être mise entre les mains du Premier ministre, qui lui-même pourra décider si, bon, déjà, il veut lire la note ou s'il s'en bat les couilles, ce qui est quand même son droit, et il pourra décider s'il veut la rendre publique ou pas. Et s'il la rend publique en validant ce que les experts nommés par Macron ont dit, eh ben les experts nommés par Macron, ils pourront rien faire. Parce qu'ils sont là pour faire des notes. Mais concrètement, il n'y a pas de moyen d'action. À part faire des notes avec Google Doc ou Word, après je sais pas. Mais voilà. Viginum, c'est ça. C'est-à-dire, ce sont des experts nommés par le pouvoir en place qui fournissent des analyses au pouvoir en place, et le pouvoir en place va décider s'ils en parlent des analyses ou pas, en sachant qu'ils ne peuvent rien faire. Là, je suis au début de la vidéo. Donc, si vous avez déjà de l'herpès sur le front, c'est quand même globalement assez rare, ça va être long pour vous. Hein. Mais je suis qu'au début, donc j'y vais tranquille, vraiment. Hein. Alors, assujetti à cela, je rajoute à ce léger problème de transparence le fait qu'aucune autorité de contrôle externe équivalente à la CNIL ou à l'ARCOM ne supervise l'action de Viginum. Donc en gros, ils peuvent foutre n'importe quoi dans leurs notes, il n'y a personne qui vérifie. Ouais. Ah, ils sont experts indépendants, hein, donc on peut leur faire confiance, à mon avis, les yeux fermés. Évidemment, en termes de liberté d'expression, dans l'article que je vous ai lu, il y a cette histoire d'arbitre de l'information qui pose problème, évidemment, et l'absence totale de capacité d'action. Donc, fin de la parenthèse sur Viginum, mais je tenais quand même à vous en parler parce que Viginum, ils vont tous se cacher derrière ça pour tous les scandales d'ingérence. Donc vous risquez d'en entendre parler très sérieusement. Si on revient au cas Gabriel Attal, pour vous montrer à quel point toute cette affaire pue du cul, et à quel point c'est monté en épingle. Vous avez vu à quel point l'affaire Attal, tous les médias nous disent « Viginum, ils ont dit c'est grave, il y a des ingérences, des hackers russes ». Concernant Gabriel Attal, on va faire une petite devinette. Dites-moi en commentaire combien de comptes X sont incriminés par Viginum, des comptes qui ont diffusé de faux contenus contre Gabriel Attal. À votre avis, avec l'ampleur médiatique de l'affaire, dites-moi combien de comptes X sont épinglés par Viginum. Je vous laisse 30 secondes, 10 secondes. Pas longtemps parce que j'ai quand même tout un script à dérouler, mais dites-moi, à votre avis, combien de comptes sont incriminés. Alors, il y a 8 milliards, nous dit 974 Dallon, c'est pas loin. Alors, je vais y aller tout de suite, on va pas trop attendre. C'est très exactement 4. Pas 12 000, pas 200 000, parce qu'ils nous disent la Russie met des moyens. Il y a 4 comptes Twitter qui sont ciblés. Et c'est pas moi qui le dis, c'est un journaliste de BFM TV, écoute. Concurrente le débat public français en décrédibilisant par exemple des personnalités ces derniers mois, d'abord de médias comme BFM par exemple. Pour Gabriel Attal, vous l'avez dit, hein, c'était par exemple une fausse une du Parisien qui lui attribuait des liens avec des trafiquants de drogue. Ensuite,
Une fois que ces contenus sont fabriqués, il y a un premier groupe de comptes anonymes sur les réseaux sociaux qui les diffusent largement. Et ensuite, un deuxième groupe prend le relais et va les relayer en interpellant des médias, des personnalités avec des hashtags, ce qui fait que ça va prendre un peu d'ampleur, ça va prendre de la visibilité. Donc c'est coordonné, ça se fait en quelques minutes. D'après Viginum, au moins 500 comptes sont utilisés par Matryoshka. Dans le cas de Gabriel Attal, c'était 4. Ça fait pas toujours beaucoup d'audience, c'est Voilà. pas toujours Donc, très bien fait. 200 000 Matryoshka, les fameux grands méchants du film, ils ont 500 comptes. Ce qu'on visait Attal, c'est 4. Donc c'est-à-dire que même eux, ils en ont rien à branler. Parce qu'ils ont une force de frappe, si tu veux. C'est comme si tu avais 500 mitraillettes. En fait, tu prenais 4 pistolets à eau. Pump, pump, pump. Alors, il est mouillé, mais c'est pas ça qui va l'affaiblir, le bestiau. Donc, toute cette affaire autour de Gabriel Attal, c'est 4 comptes X. D'accord ? Et c'est BFM qui le dit. C'est pas moi, c'est BFM. Mais justement, Attal, parlons-en. Gabriel Attal et sa stratégie du pipeau permanent. Parce que, comme d'habitude, vous connaissez la guinguette, tout ce que je vous dis provient de médias mainstream. Même eux sont en train de faire marche arrière concernant cette affaire parce que tout est monté beaucoup trop vite et ça sent vraiment pas bon sur la réalité des ingérences russes. Écoutez ce que nous dit Le Monde dans son édition du 8 septembre, donc c'est samedi. Le Monde nous dit, page 9, très exactement, concernant Gabriel Attal, sur l'omniprésence médiatique d'Attal, si tu veux, tout le monde est en vacances, Attal s'est dit c'est le bon moment pour briller. Time to shine. C'est-à-dire qu'Attal, il est tellement bidon que c'est le mec, à l'école primaire, il brillait à la cantine. Tu vois, le seul truc pas noté, il avait 20 sur 20. Donc, aujourd'hui, tout le monde est en vacances dans la classe politique, Attal se dit... J'y vais, donc il lâche tout. Hein. Il a fait des trucs sur les gens du voyage. Là, il parle d'économiser l'eau. Je ne jugerai pas de la qualité des annonces. Qu'est-ce que nous dit Le Monde ? Concrètement, c'est écrit noir sur blanc. Ici, dans l'espoir de coiffer au poteau Édouard Philippe dans les sondages d'ici à la rentrée et d'échapper aux pressions de certains cadres de son parti qui voudraient le débrancher, le cadet des candidats déclarés prévoit de continuer à se déplacer 2 à 3 fois par semaine. Donc, l'omniprésence médiatique d'Attal est une stratégie. Ce qui fait que ces histoires d'ingérence russe, elles tombent au bon moment. C'est quand même du cul que le mec, il a 2 semaines où il n'y a personne, il est le seul à être présent dans les médias. L'affaire ingérence, elle tombe pile poil. C'est quand même malin, cette histoire. Il a du cul. Il a du cul, le mec. Et si tu continues à creuser un petit peu, Attal, il nous a dit, on va porter plainte. Il veut porter plainte. Il y a son avocat, Maître Gozlan, il est venu dans les médias, il a dit on va porter plainte pour les ingérences étrangères. Alors même ça, j'ai creusé un petit peu parce que je me suis dit, je suis pas le plus malin, mais à mon avis, porter plainte contre des hackers russes que tu ne connais pas, ou tu sais pas où ils sont, et t'es même pas sûr que ce soit eux, la plainte, à mon avis, c'est marrant, mais elle sent pas bon. Et bien là encore, tu vois, là encore, le tribunal compétent en France pour ce genre de plainte, sur la base des articles 411-10 et 226-8 du Code pénal, si vous voulez les références, tribunal compétent, parquet de Paris, section protection des libertés fondamentales, brigade de lutte contre la cybercriminalité. À ce tout petit détail, c'est que qui va-t-on condamner ? Parce que là, ils vont porter plainte contre des gens non identifiés, dont on ne connaît pas les véritables moyens d'action. On parle de 4 comptes X. Et comme je vais vous le dire tout à l'heure, ils sont même pas sûrs que ce soit des Russes. Et Attal, il va porter plainte. Alors pour eux, rien, parce que la Russie ne va jamais extrader le profil des gens. C'est-à-dire que déjà on ne sait pas qui c'est et ils ne seront pas extradés. Qu'ils soient russes, du Bangladesh ou de je ne sais où, ils vont pas être extradés parce qu'il y a Peter Pan qui fait un caca nerveux. Tu vois, malheureusement non. Donc même ça, Attal surcommunique sur la plainte pour un procès par défaut où il ne pourra pas y avoir d'exécution de la peine. Il ne pourra pas y avoir de personnes condamnées parce qu'ils savent même pas qui a fait ça. Et tous les médias en parlent. Il va porter plainte contre personne. Et il est en boucle. Je vais porter plainte, hein. La justice, hein. La République, hein. Personne. Il y a personne. Littéralement personne. Donc, c'est une plainte qui ressemble évidemment à une déclaration politique, parce que Attal en a profité pour parler de l'Ukraine et compagnie. Juridiquement, il n'y a aucun fondement. Cette plainte ne tient pas. Et le pire, c'est qu'ils le savent très bien.
Ils le savent très bien. Et là encore, les amis, je vous invite, un lien en description, téléchargez la fiche dont je vous parle, vous allez avoir toutes les preuves. C'est vraiment très important parce que on ne se rend pas compte du niveau de supercherie dans cette affaire. C'est vraiment délirant. Donc je vous invite à sécuriser cette fiche. Vous pourrez la ressortir à chaque fois qu'il y aura un scandale du genre. Je continue parce que là encore, je pense que ça va vous mettre sur le cul, sur la réalité des trucs, et c'est révélé dans les médias français. Accrochez-vous à votre slibard. Dans la tribune dimanche du 9 août, donc c'est-à-dire hier, au moment où je vous parle, le 9 août 2026, la tribune dimanche, c'est un média qui est détenu par Rodolphe Saadé, proche de Macron, patron de CMA-CGM. Donc même des médias comme ça commencent à dire ça a l'air d'être une affaire de merde. Même eux. Donc c'est que vraiment ça va loin. Regarde ce qu'on peut lire. Donc je vais vous montrer l'article et je vais vous lire les... Voilà, regarde, c'est cet article-là, présidentiel sous ingérence, tu vois. Avec, il y a des exemples de fausses unes dont je vous montrais tout à l'heure, qui sont ici. Ce qu'on peut lire dans l'article de la Tribune Dimanche, pêle-mêle, même si ces opérations sont restées peu visibles. Donc, tous les médias sont en boucle sur des opérations où eux-mêmes te disent « personne l'a vu ». Mais c'est grave, parce qu'ils auraient pu le voir pour se rendre compte que c'est absolument pas crédible. Et donc, ensuite... La Tribune Dimanche nous dit « Il s'agit des premières tentatives d'ingérence visant directement des prétendants à la fonction suprême. » Alors, ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est que il y a quand même beaucoup de choses qui sont fausses dans ce discours. Je viens de vous en démontrer quelques-unes, mais même ça, c'est faux. La Tribune Dimanche nous dit « Première tentative d'ingérence en période présidentielle », c'est faux. Rappelez-vous des Macron Leaks en 2017, où des fuites avaient eu lieu concernant des échanges de mails entre les membres de l'équipe d'Emmanuel Macron. Alors, à l'époque, faut se rappeler, je vous ai retrouvé les articles, à l'époque, on nous avait dit, c'est Le Monde qui nous avait dit le 11 mai 2017, Macron Leaks, compte offshore, l'ombre des néo-nazis américains. La diffusion de données volées à En Marche et de faux documents sur un prétendu compte offshore de M. Macron a été orchestrée depuis les États-Unis. Alors à l'époque, la mode, c'était pas les Russes, c'était Trump. Et tout ce qui se passait dans le monde, c'était Trump. Moi, une fois, je m'étais cassé un ongle de pied parce que j'ai shooté dans un meuble. J'ai dit « Oh, Trump, enculé !» et tout. Et les gens m'ont dit « Oui, mais aucun doute. Ikea, tu changes 3 lettres. » Donald. Donc, c'était signé. Alors, la particularité de l'affaire des Macron Leaks, c'est que c'était Trump, mais en fait, c'était les Russes, en fait. 2 ans plus tard, toujours Le Monde écrit « Les preuves de l'ingérence russe dans la campagne de Macron en 2017 ». Pour la première fois, des éléments recueillis par Le Monde accréditent l'implication de 2 groupes de hackers liés au renseignement russe. Voilà. Donc, élément important... Quand vous parlez d'ingérence, en fait, c'est un peu qui vous voulez. Tu dis qui tu veux, en fait. Ça passe. Donc, non seulement la Tribune Dimanche ment en 2026 en disant que c'est une première tentative d'ingérence, mais ensuite, on voit bien dans le traitement médiatique de ces affaires que ça change très très vite, leur version, quand même. Ça change très très vite. Alors, le plus sexy, et c'est là qu'on va arriver dans un renversement hautement problématique. Ce que nous dit la Tribune Dimanche toujours, dans ce savant mélange entre affaires montées de toutes pièces, mensonges, en l'occurrence cette histoire de la première ingérence, mais il y a aussi des propos qui font réfléchir. Que nous dit la Tribune Dimanche ? Une fois les immixtions repérées par Viginum, le secrétariat général de la Défense et de la Sécurité informe les personnalités concernées. L'organe rattaché à Matignon leur recommande de ne pas communiquer publiquement sur ces contenus afin de ne pas leur donner davantage de responsabilités. Que nous dit la Tribune Dimanche ? Et c'est un élément qu'on retrouve dans un article du Monde du 8 août dont je vais vous parler. La Tribune Dimanche, sur la base des propos de Viginum, nous explique noir sur blanc que la consigne a été passée aux candidats et aux médias français de ne surtout pas relayer ces ingérences russes pour ne pas leur donner de l'ampleur. Ils ont fait quoi ? Ils l'ont relayé. Donc, certes, c'est une recommandation, ça n'est pas une loi, mais toute cette affaire que vous voyez portée par les personnalités politiques, leurs équipes et l'ensemble des médias français, ces gens-là vont à l'encontre d'une recommandation d'un organe dépendant du cabinet du Premier ministre.
Ils leur ont dit, allez vous faire cuire le cul, on va quand même en parler, ça nous fait de la promo. Donc, c'est écrit noir sur blanc que cette affaire est instrumentalisée et qu'ils ont pris la décision, les politiciens et les médias, de donner une plus grosse visibilité que ce qu'il y avait au départ. Ils te le disent noir sur blanc, dans des médias français. Et ça va. Alors, je ne résiste pas au plaisir de vous montrer la gourmandise de la Tribune Dimanche, parce que, quitte à être dans le cliché d'une affaire montée de toutes pièces, autant y aller jusqu'au bout. À votre avis, la Tribune Dimanche, ils sont allés interroger qui pour avoir une analyse pointue? Rudi Reichstadt. Oui. Rudi Reichstadt. Pour Rudi Reichstadt, directeur de Conspiracy Watch, ces opérations de manipulation de l'information ne doivent pas seulement être appréciées au regard de leur capacité à favoriser ou défavoriser un candidat. Ce qui est davantage préoccupant, c'est leur capacité à exacerber les fractures de nos sociétés, à créer de la confusion sur le vrai et le faux, et finalement à jeter le doute sur la sincérité du scrutin. Ah là, ils l'ont réveillé de la sieste. Il hibernait, Rudi Reichstadt, mais pour un bingo parfait, ils sont obligés d'aller le chercher. Et ils sont allés chercher également Thomas Huchon. On salue son frère d'ailleurs. Paul, spécialiste en fake news, ajoute que ces immixtions vont se diversifier à l'approche du scrutin avec l'IA. Celle-ci ne servant pas uniquement à générer de fausses vidéos, mais aussi à enquêter de manière beaucoup plus fine sur les pays dans lesquels ces réseaux veulent créer le chaos informationnel et déstabiliser l'opinion. Alors, Monsieur Thomas Huchon, spécialiste en fake news, officiellement, d'après les consignes de Viginum, ceux qui déstabilisent l'opinion, ce sont Gabriel Attal, Édouard Philippe, Glucksmann et les médias français. Parce qu'ils ont donné beaucoup plus d'importance à des ingérences qui n'en avaient pas tant que ça au début. Mais attends, parce qu'écoute ce que nous dit Le Monde. Ça, c'était la Tribune Dimanche. Le Monde, dans un article du 8 août, c'est cet article-là, regardez. Ici même. Les ingérences s'invitent dans la campagne. Alors, Le Monde, je ne sais pas ce qu'ils avaient, mais à mon avis, sur ce sujet, le journaliste qui signe ce papier, qui s'appelle les journalistes, Mariama Daram et Camille Gasnier, à mon avis, elles en avaient gros sur la patate. Parce qu'elles ont lâché tous les dossiers, ni vu ni connu, et je pense que, même du côté des journalistes mainstream, certains se disent, on peut faire gober plein de trucs aux Français, mais pas ça. Par exemple, pêle-mêle, là encore des morceaux de l'article. On nous dit que Viginum impute ces ingérences, je cite, alors ça je vais vous le montrer dans l'article parce que faut quand même avoir les bollocks bien accrochés. Viginum impute les ingérences au fameux groupe Matrioshka, je vais y venir, avec une confiance élevée. Ça veut dire qu'ils sont pas sûrs. C'est qu'en plus, avec tout ce que je vous dis, depuis le début on nous dit c'est les Russes, il y a une confiance élevée. Ça veut dire on est confiant, mais peut-être c'est pas ça. Voilà. Donc tout ce qu'on nous dit depuis le début, c'est même pas sûr que ce soit les Russes. Faut avoir confiance élevée. Et on peut avoir confiance en notre système médiatique et en nos politiciens. Mais c'est pas tout. Le Monde rappelle encore le fait que Viginum, je cite, a recommandé aux candidats à la présidentielle d'éviter de communiquer publiquement sur ces contenus, souvent invraisemblables et à très faible retentissement sur le débat public, afin de ne pas leur donner davantage de visibilité. Donc Le Monde, dès les premières lignes, nous dit c'est peut-être même pas les Russes, parce qu'on a une confiance élevée. Et en plus, fallait surtout pas le relayer parce que de toute façon, ce sont des contenus, je le relis parce que c'est important, à très faible retentissement sur le débat public. C'est qu'en plus, ces contenus, c'est de la merde. Et nous, on a 3 gonzes qui viennent se victimiser, d'être victimes d'attaques de on sait pas qui de toute façon auraient servi à rien. C'est ça le dessous de cette affaire. Et attends, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Toujours dans Le Monde du 8 août, on nous dit, je cite, « Une fuite de documents de la Social Design Agency russe. Pour les propagandistes, toute publicité est bonne à prendre, à tel point que les décomptes d'impact qu'ils établissent comptabilisent de la même manière un article reprenant un de leurs faux et un article dénonçant ce même faux. » Donc, Le Monde, qui fait une enquête plutôt sérieuse, nous explique que pour les hackers russes, si tant est que ce soit de leur faute, la stratégie est précisément celle-là. C'est-à-dire que pour eux, le succès se mesure au relais de leurs fausses infos
et aux vrais articles qui parlent des fausses infos. Donc, si on tire la ficelle jusqu'au bout, on a des politiciens français et des médias français qui sont complices des hackers russes en donnant de l'importance à une affaire. Et c'est précisément la stratégie des Russes. T'as vu, il fait chaud, hein, je vous avais pas menti. Hein. Mais j'ai pas fini. Parce qu'on nous parle depuis le début de Storm 1516 et Matryoshka, qui seraient les groupuscules pro-russes hackers derrière cette affaire extraordinaire. Écoutez ce que nous dit Le Monde. Storm 1516, comme Matryoshka, sont des officines qui agacent les services français et européens parce qu'elles sont très actives et persistantes. Mais leur impact sur le débat public est à peu près nul. Leurs faux sites et comptes sur les réseaux sociaux n'ont jamais suscité de réel trafic. Aucune des rumeurs qu'elles s'évertuent à lancer chaque jour n'a eu un impact mesurable. Ça, c'est Le Monde qui nous le dit. Noir sur blanc, ils te disent, en plus, c'est des guignols. On s'est fait attaquer par la grande vadrouille, et vraiment, ils n'ont jamais réussi quoi que ce soit. Le Monde finit, pour un dernier élément, il suffit de regarder les différents messages de Matryoshka attaquant Gabriel Attal, rédigés en anglais, totalement invraisemblables. Il n'avait aucune chance de convaincre qui que ce soit en France. Alors, on arrive à la conclusion de cette vidéo. Si on résume tout ce que je viens de vous dire depuis le début, accrochez-vous. Là, vraiment, buvez un verre d'eau, buvez un verre de badois, là. Badois rouge, celle qui pique fort. Buvez un coup de badois parce que le résumé de l'affaire dont tout le monde vous parle depuis une semaine et on nous dit que c'est ça qui va faire s'écrouler la République, je vais vous la résumer telle que expliquée dans les médias français. Attention, accrochez-vous à votre stringos, on est parti. Ce que l'on appelle les ingérences russes. Ce sont des contenus qu'aucun média ou presque n'est capable de montrer. Des contenus, de fait, que personne n'a vus. Des contenus émis par des hackers qui ont un impact, je cite Le Monde, à peu près nul. Tout ça dans le cadre d'ingérences russes, mais personne n'est capable de prouver que c'est des Russes. Il y a une confiance élevée. Attends, les contenus seraient en anglais et sont, je cite, parfaitement invraisemblables. Donc, on sait rien à part tout ce qu'on a envie de croire. Tu vois, je prends une alerte TikTok à ce moment-là, putain. Donc tout ça, ce que je viens de vous résumer, c'est une menace terrible sur 2027. Des contenus que personne n'a vus parce que tout le monde s'en branle, diffusés par des types que personne ne connaît parce qu'ils sont bidons, ben c'est ça qui va faire tomber la France. C'est pas facile, hein. Ah ouais, mais résumé comme ça, Inception, c'est Louis la Brocante à côté. Hein. Vraiment, hein, faut suivre, hein, c'est calibré. Hein. Et donc, si tu prends ce résumé d'une ingérence qui est très très grave, je le répète, sur la base de ces éléments, c'est solide comme les genoux de Djibril Cissé, cette histoire. Hein. Et bah, aujourd'hui, la question que je me pose en complotiste, et là je l'assume, hein, parce que qui est le plus complotiste de l'histoire, je ne sais pas. Comme chantait Patrick Bruel, de quel côté du barreau sommes-nous les plus libres? C'est-à-dire que quand on voit tous ces éléments-là, quand on découvre que l'organisme Viginum, qui dépend du pouvoir français, a recommandé aux personnalités visées de la fermer, et qu'elles ne l'ont pas fermée pour précisément profiter des ingérences et faire parler d'eux, aujourd'hui, on se rend compte que les victimes des ingérences ont donné beaucoup plus d'ampleur médiatique aux ingérences que les coupables qui sont derrière les ingérences. Donc, les victimes ont fait plus de mal que les coupables. Alors là, c'est pas facile, hein. C'est comme si Woody Allen s'était agressé sexuellement lui-même.
C'est pas possible, normalement. Alors, si on tire la réflexion jusqu'au bout, quand tu vois le niveau des ingérences, où c'est la grande vadrouille fait de l'ordinateur, hein, concrètement, je vous l'ai expliqué, je vous l'ai démontré, hein, il y a deux possibilités. Soit les Russes sont des gigantesques brels, et c'est-à-dire que leurs ingérences russes fait un dessin sur Paint et tu as une ingérence russe. Donc dans ce cas-là, si les Russes sont des bites, qu'est-ce qu'on craint d'eux-mêmes ? Possibilité numéro 2, cette affaire est complètement fausse et elle est instrumentalisée de toutes pièces par les supposées victimes, Glucksmann, Attal et Philippe. Je pose la question. Vous me dites en commentaire ce que vous en pensez. Réponse 1, les Russes sont des bites et on n'a plus rien à craindre. Réponse 2, on est face à une affaire manipulée de l'intérieur. J'ai ma petite idée, je ne biaiserai pas les débats, parce que j'ai pas envie de biaiser. Voilà, c'est ma vie, je fais ce que je veux, c'est ma vie intime. C'est vrai que là, c'est peut-être nous qu'on s'est bien fait biaiser dans cette histoire, quand même. C'est pas impossible non plus. Donc, je redonne l'affiche, les amis, parce que tout ce que je viens de vous dire, j'essaie de mettre de la blague là-dedans. Je vous redonne l'affiche, lien en description si vous regardez cette vidéo sur YouTube. Partagez cette fiche partout autour de vous. Je compte sur vous, les amis, pour que nous puissions créer une ingérence de la rigolade. Une ingérence de la rigolade, de montrer à quel point tout ça est bidon. Toute cette affaire est en vérité le signe d'un opportunisme démocratique. Je ne vous dis pas que les Russes sont pas derrière, mais si vraiment c'est ça qu'il faut craindre des Russes, on est plutôt peinard sur le pays qui devait nous envahir jusqu'à La Rochelle. Donc je compte sur vous pour inonder les réseaux avec cette fiche, les gens auront des preuves, c'est que des preuves de médias mainstream, j'ai hâte d'avoir un écho des fact-checkers pour expliquer que tout ce que je viens de vous dire c'est pas vrai, parce que peut-être que Le Monde on sait pas, mais c'est une officine russe, ce sera l'occasion de l'apprendre, donc je compte sur vous les amis, relayez à fond cette histoire, j'avais à cœur de vous proposer ce travail d'enquête pour mettre les choses à plat, avec rigolade, avec déconne, parce que, et pour finir là-dessus, un tout petit mot, vous le savez, c'est le genre de la maison. Bien sûr que ces ingérences, ça peut faire peur. Bien sûr que derrière, il y a des gens très mal intentionnés qui vont en profiter pour peut-être censurer les débats, peser sur les élections de 2027. Je vous dis pas ça, je vous dis pas non. J'en sais rien. Et il y a sûrement des gens qui ont envie d'utiliser ce genre d'affaires pour poursuivre des desseins néfastes. On est tout à fait d'accord. Mais je pense que le meilleur moyen de déminer leurs conneries, c'est pas de monter au créneau en étant dans la colère, en étant dans l'aigreur, en étant dans le reproche. C'est de se foutre de leur gueule. Ouvertement de se foutre de leur gueule. Parce que le vrai danger, quand il y a ce genre d'affaires instrumentalisées, c'est mon point de vue, le vrai danger, c'est que même la sphère dite dissidente, complotiste, alternative, devient une chambre d'écho. C'est-à-dire que le monde mainstream fabrique une affaire de toutes pièces, je viens de vous le démontrer, et de l'autre côté, comme dans un jeu de miroir, le monde alternatif monte au créneau en disant « c'est un scandale, tous des salauds, on nous ment ». Je vous dis pas que c'est pas vrai. Je vous dis que là, c'est tellement grossier que si tout le monde se foutait de leur gueule, ça permettrait de diffuser un bel esprit, un esprit coubertin, un esprit chevaleresque, l'esprit de la farce, c'est-à-dire de se foutre de la gueule du roi plutôt que d'essayer de faire tomber le roi. Parce que c'est ça qui va faire qu'on va se couper la tête. On va se faire couper la tête. Par contre, si on se moque du roi en expliquant que sous sa jolie robe, avec des belles fourrures, en fait, il est en slip, comme tout le monde, aujourd'hui, diffusons cet esprit de la rigolade, de la farce. Ils sont en slip. Attal, Glucksmann, Philippe, tout le monde en a tellement rien à foutre d'eux électoralement. On parle de types qui sont même pas à 10% dans les sondages et ils veulent nous faire croire que tel Gandhi fut un temps, ce sont les dirigeants qui font trembler le monde. Tout le monde s'en branle. Je peux pas vous le dire autrement. Donc, diffusons l'esprit de la rigolade. C'est ça qui va les faire tomber. Si on ne les prend pas au sérieux, alors déjà, ça change la donne. Et même nous, ça nous fait du bien. Ça nous fera plus de bien de rire de tout ça que de s'énerver en leur donnant un poids qu'ils n'ont pas. S'ils n'ont pas le poids d'être visés par les Russes, ils n'ont pas le poids de nous faire peur. Donc, soyons dans l'humour, soyons dans le rire. C'est ce que je voulais vous dire pour conclure cette séquence sur les ingérences qui font peur.